Bonjour à tous. Vous avez tous déjà eu au bout du fil une petite voix anonyme qui vous propose un nouvel abonnement, une nouvelle offre, ou une voix qui dépanne et qui informe. Ces voix du téléphone, elles ont un visage, on les appelle les téléconseillers. Il y a 3 ans, ils nous avaient alertés sur leurs conditions de travail. Nous avions donc poussé la porte d'un de ces centres d'appel et nous avions filmé les journées marathon, les objectifs à atteindre toutes les heures. Écoutez Mourad, 32 ans, superviseur sur une plateforme. Écoutez-le décrire sa stratégie de vente. Profitez-en, c'est gratuit. Profitez-en, monsieur, 2 mois gratuits en plus du mois en cours. T'es dans la recherche du oui. Quand tu vas lui parler de ses enfants, il ne peut pas refuser à ses enfants. C'est la période de Noël, tu comprends? Vos enfants, ils regardent la télévision, ils regardent aussi les programmes. Oui, 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 oui. Pour à la fin, il ne peut plus dire non. Il a été dans une machine à dire oui. En 2010, ils étaient 260 000 téléconseillers en France, avec déjà un nuage sur la profession, la délocalisation. Destination phare, le Maroc, avec des prestations 2 fois moins chères que chez nous. Alors, où en est aujourd'hui cette profession et ce secteur est-il toujours créateur d'emplois? Et la relocalisation est-elle possible? Regardez notre enquête. À Dreux, il y a une entreprise dont vous ne connaissez pas le nom, mais dont vous avez forcément entendu parler. C'est une offre même très intéressante. Si vous voulez vous abonner à une célèbre chaîne ou si vous rencontrez des problèmes avec votre mutuelle, Donc le dépassement d'honoraires n'est pas remboursable. les 300 téléconseillers d'Intelsia Là, je fais le nécessaire, madame. assurent le service clientèle ou le service commercial de 4 entreprises. La plupart des salariés ont moins de 30 ans. Philippe, lui, en a le double. Je vous demande de patienter un instant. Cet ancien représentant de commerce travaille ici depuis 1 an et le fait d'être le doyen de l'équipe ne lui pose aucun problème. Moi, je me plais bien avec les jeunes. Ça peut être tous mes enfants, presque. Philippe a un jeune collègue qu'il côtoie de très près. Un collègue qui régulièrement vient écouter par-dessus son épaule. Il s'appelle Mourad, 36 ans. Ça, Philippe? Dans 30 secondes, reprends ta com. Dans 30 secondes, reprends ta com. C'est le superviseur de Philippe. Entre Philippe et le client de la mutuelle, la conversation est un peu trop longue, au goût de Mourad. Je regardais parce que sa communication, elle a pris du temps. Il est en train de faire une recherche et en principe, quand on recherche, au bout d'1 minute, on reprend son adhérent pour le rassurer qu'on est en train d'effectuer les recherches. Pour pas qu'il y ait une attente trop longue de la part de l'adhérent de l'autre côté, au bout du fil, et qu'il ait vraiment le sentiment qu'il est pris en charge. En moyenne, un appel doit durer 5 minutes. Philippe en a déjà passé plus de 8 au téléphone avec ce client de la mutuelle. C'est trop pour espérer tenir la cadence que Mourad doit faire respecter. Les appels sont toujours chronométrés. En principe, on devrait être à 5 minutes en durée de traitement. Et Ils ont un nombre d'appels. ils ont un nombre d'appels à respecter, doivent prendre au moins 8 appels de l'heure. Mourad surveille la productivité d'une quinzaine de téléconseillers. Toutes les 2 heures, les statistiques de l'équipe sont rendues publiques pour motiver les troupes. Marwan, par exemple, il a 7,30, il a pris 14 appels. Marina, c'est bien parce qu'elle a 3,56 normalement. Et le plateau est à 6,20, donc elle a la moitié. Elle est plus rapide dans sa prise d'appel. Ça leur permet de savoir où est-ce qu'ils en sont et comment ils doivent après accélérer ou ralentir la cadence. Mourad, le superviseur, tient le chronomètre dans ce centre d'appel depuis plus de 3 ans. Un chef d'équipe très impliqué que nous avions déjà rencontré lors de notre précédent reportage. Après avoir enchaîné les boulots précaires dans l'industrie et les transports, Mourad a gravi en 4 mois les échelons. Il est superviseur. Bonjour tout le monde. À l'époque, c'est son énergie qui nous avait tant marqué. Khadija, Victoria, Belkacem, Étienne, venez par là. Moi, je vous dis bravo et continuez comme ça, continuez sur cette lancée. Première réunion et première séance de motivation. Mourad était sur tous les fronts, n'hésitant pas à montrer l'exemple quand il jugeait ses commerciaux pas assez accrocheurs. Démonstration sur le champ, Mourad est aux manettes. Oui, bonjour. Oui. Monsieur André? Oui. Ravi de vous avoir au téléphone. Je vous appelle aujourd'hui, monsieur André, car en tant que fidèle abonné à nos programmes, je souhaite vous faire découvrir de nouveaux programmes. Non, je vous remercie, rien ne m'intéresse. Premier appel, premier échec. Ça arrive, hein?
Oui, bonjour madame. J'ai la possibilité de vous faire découvrir gratuitement et sans engagement. C'est-à-dire qu'à la fin de la période de gratuité, vous pouvez y souscrire ou ne pas y souscrire. Oui, mais pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Oui, non, c'est bon, parce qu'après, ça nous met l'eau à la bouche et puis après, ça coupe d'un coup. Et puis, non, mais c'est bon, on va rester comme ça, monsieur, je vous remercie. Bon courage. Merci, au revoir madame. Deuxième appel, deuxième échec. Ouais, des fois, ça veut pas. Déjà à l'époque, Mourad notait les performances de ses téléconseillers. Alors là, je note leur contact argumenté à l'heure. La moyenne, hein, c'est une moyenne. Et donc en vert pour ceux qui sont dans la bonne moyenne. Et en rouge pour ceux qui ne sont pas dans la bonne moyenne. 3 ans plus tard, que sont devenus les bons et les mauvais élèves qu'il avait alors sous ses ordres? Ont-ils tenu le rythme? Mourad avait 8 téléconseillers dans son équipe. Il semble les avoir perdus de vue. Mehdi, dans mon équipe, il y a 3 ans, il y avait Ilyes, Samy il est en congé. Il n'y a pas Inda? Il n'y a plus personne. Inda, elle est là-bas. Inda était dans mon équipe. Inda, je crois. Parce qu'en fait, les équipes ont tellement évolué et on change. Surtout en émission, tous les 2-3 mois, les équipes évoluent. On change de pour pas que le superviseur s'habitue et après n'entend plus les défauts du collaborateur. À un moment donné, il faut casser, puis il va voir un autre superviseur. Et ça permet aussi, nous, superviseurs, de nous remettre en question à chaque fois. Et chaque collaborateur se remet en question. Et ce qui permet d'être plus performant. Ce que Mourad ne nous dit pas, c'est que 6 de ces 8 téléconseillers ont quitté l'entreprise pour aller travailler ailleurs. Téléconseillers n'aurait été pour eux qu'un job d'appoint en attendant de trouver mieux. C'est que j'avais dans mon équipe, ils sont partis vers d'autres cieux. Et pas pour des... En fait, c'est parce que c'était leur domaine de formation initiale. Et ça a été plus un tremplin où c'était le temps de faire la recherche, d'avoir un emploi pour continuer à payer les factures. Pour Mourad, ces 6 départs n'ont donc rien à voir avec le rythme imposé par leur travail de téléconseiller. Parmi les anciens de son équipe, il y en a un qui s'en est plutôt bien sorti, c'est Christophe. Il a d'ailleurs hérité des feutres de Mourad. Donc Christophe était dans mon équipe il y a 3 ans. Oui. Il est maintenant superviseur. Téléconseiller. J'étais téléconseiller effectivement, oui, dans son équipe. Quand après on a bossé sur les mêmes projets, je vous disais, on se charriait l'un et l'autre sur le vert, le rouge. Le code couleur est toujours le même. C'est une méthode qui marche. C'est une méthode qui marche effectivement. Personne n'aime se retrouver en rouge sur tableau. Et puis oui, c'est les codes couleurs. À feu rouge, on s'arrête, feu vert, on avance. J'ai le feu vert, alerte rouge. C'est les codes couleurs que tout le monde connaît et c'est facile à repérer. Rien n'aurait donc vraiment changé dans le centre d'appel. À un détail près, même si cela ne saute pas aux yeux, Mourad a eu une promotion. Il supervise 15 téléconseillers au lieu de 8 il y a 3 ans. C'est plus de responsabilités, plus de travail. Mais cela a-t-il eu une incidence sur sa fiche de paye? Je ne vais pas dire que les responsabilités sont plus importantes, mais on sent qu'on a une tâche plus lourde sur les épaules. Et votre direction vous a remercié en vous augmentant? Toujours le salaire. Oui, j'ai été augmenté. On va dire qu'en 3 ans, j'ai une augmentation de l'ordre de 2-3% sur mon salaire. C'est bien. Nous avons fait le calcul. Cela représente une augmentation de 35 € net mensuels sur son salaire. Mourad gagne aujourd'hui 1 400 € net par mois. 3 ans après notre reportage, l'heure n'est pas aux augmentations de salaire dans ces call centers qui sous-traitent les appels de grandes sociétés françaises. Aujourd'hui, avec la crise, ils doivent revoir leurs tarifs à la baisse pour ne pas perdre leurs clients, et notamment dans le secteur des télécoms. À Villeneuve d'Ascq, ces téléconseillers de Laser Contact craignent de pointer au chômage avant l'été. En un an, les effectifs de leur entreprise ont fondu de 30%, passant de 377 à 280 salariés. Pour manifester leur inquiétude, ces salariés se sont mis en grève. Un mouvement symbolique, il ne durera qu'1 heure. Ce qui fait le plus mal, c'est quand on voit le plateau qui se vide, quand on voit que le rez-de-chaussée, il n'y a plus personne, quand on voit qu'au premier étage, il y a la moitié qui est pris. Samedi passé, on s'est regroupé sur un 6e du site. Un 6e du site. Il fut un temps où on attendait notre tour pour s'asseoir. Tellement il n'y avait pas de place. Là, maintenant, la place, il y en a partout. Il y en a partout de la place.
Et aujourd'hui, ce sont environ 140 emplois qui sont menacés chez Laser Contact. Le contrat qui lie ce centre d'appel à son principal client s'achève l'été prochain. On ne sait pas ce qui va se passer au 30 juin. Je pense que la plupart des gens qui sont ici n'ont pas posé de vacances ou n'ont pas réservé leurs vacances. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire le 30 juin. C'est dans 5 mois, on est quand même des êtres humains. Si on nous met 2 semaines à l'avance, 3 semaines à l'avance devant le fait accompli, c'est un manquer de respect envers les salariés qui sont là depuis 4, 5, 6 ans. Alors que si on nous avertit 2-3 mois à l'avance, on attend de se retourner et d'aller ailleurs pour le 1er juillet. Mais c'est simplement une question de respect. Alors est-ce que la boîte aura le respect ou pas par rapport à ses employés qui sont là depuis 5, 6 ans? C'est la question qu'on se pose. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent, qui ont des maris, qui ont des enfants, qui ont des charges, des crédits à payer et qu'on va se retrouver dans une situation où on est pris à la gorge. Ce client s'appelle Bouygues Télécom. D'après le délégué syndical, l'opérateur aurait exigé d'importantes baisses de tarifs que ses salariés français risquent de payer comptant. Nous, on veut manifester aujourd'hui, c'est pour savoir pourquoi Bouygues Télécom, ils nous ont demandé à nous, les prestataires, je dis bien tous les prestataires, de faire un effort. Donc l'effort, nous, on a décidé, notre société a décidé de délocaliser quelque part, de faire un centre d'appel à l'étranger, au Portugal. La délocalisation est en cours. Que vont devenir ces 140 salariés dont l'avenir s'est assombri avec la fin du contrat de Bouygues Télécom? Pour interpeller sa direction, Manuel Borba, le délégué CGT, a fait le déplacement jusqu'au siège de Laser Contact à Poitiers. Donc là, vous avez tout le groupe Laser. Ça, c'est Laser, ça, c'est Laser. En France, la société emploie 3000 salariés. Le délégué CGT n'imaginait pas un jour que son entreprise ferait le choix de la délocalisation. On nous a fait un speech avant les élections, le Made in France, pardon, le fabriqué en France. Et aujourd'hui, on envoie les appels à l'étranger. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que les clients le sachent. Ça serait bien que les clients le sachent. Comme ça, ils feraient un choix par rapport à leur opérateur, en disant tiens, c'est un monsieur qui investit en France, ça reste en France. Et ça serait une bonne politique. Aujourd'hui, le délégué syndical veut profiter d'un comité d'entreprise pour savoir si sa direction a trouvé un nouveau client pour remplacer Bouygues Télécom. Mais après 3 heures de réunion, Manuel Borba n'est pas rassuré, bien au contraire. Non, on n'a pas eu de réponse, toujours l'inquiétude, je n'aurais pas plus. Quoi. Il a fait des annonces sur non, des pas plus d'annonces, qu'on fasse le nécessaire pour être excellent, pour garder les contrats tout simplement. Il n'a rien dit sur l'avenir de ses emplois? Rien dit sur l'avenir des emplois. Il n'a rien dit on sur... On va tout faire pour pérenniser la société Laser Contact. À Villeneuve-d'Ascq. À Villeneuve-d'Ascq et ici aussi, partout, sur tous les sites. Les salariés n'ont pas eu de réponse. Nous tentons notre chance avec le PDG de Laser Contact. Monsieur Prigent, bonjour. Bonjour. Envoyé spécial Emilienne Lacher. Bonne journée. Pourquoi avez-vous décidé de délocaliser au Portugal, monsieur? Vous pouvez nous expliquer? Son directeur des ressources humaines n'est pas plus bavard. Monsieur Blondy. Monsieur Blondy, pourquoi avoir choisi le Portugal? Est-ce que vous pouvez nous dire si... Qu'est-ce qui va arriver aux salariés de Villeneuve-d'Ascq? Cette délocalisation au Portugal a-t-elle été imposée par Bouygues Télécom, comme le soupçonnent les salariés? Pour le savoir, nous appelons directement l'opérateur téléphonique. En fait, notre contrat se terminait en 2012. Comme vous l'avez vu, il y a encore des collaborateurs de Laser qui travaillent pour Bouygues Télécom à Villeneuve-d'Ascq. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on a convenu avec eux de gérer la décroissance de l'activité sur ce site. D'accord. Donc on leur a donné 6 mois de plus d'activité. Okay. C'est un contrat qui a pris fin et qu'on n'a pas souhaité reconduire dans ces conditions. En revanche, on a lancé un appel d'offres. Laser a répondu à cet appel d'offres en proposant que ces activités soient à Porto. C'est Laser Contact qui vous a proposé de délocaliser. Voilà, exactement. Et on a décidé de les suivre à Porto. D'accord. Et on est bien d'accord donc par contre qu'au 30 juin, le contrat à Villeneuve-d'Ascq se finit, quelle que soit l'issue pour eux. Oui, a priori, oui. Eh bien, merci. En tout cas. Les 140 emplois de Villeneuve-d'Ascq sont donc bel et bien menacés. Nous avons voulu savoir à quelles conditions salariales Laser Contact recrute sa main-d'œuvre portugaise. Angélique, une journaliste franco-portugaise, postule donc pour nous à l'un des 150 postes de téléconseiller proposés à Porto. Sur l'annonce, ce n'est pas le nom de Laser Contact qui apparaît, mais celui d'Armatis. Cette holding a racheté en juin 2012 la société Laser Contact. Envoi de CV et de lettres de motivation, Angélique se constitue un profil idéal.
15 jours après son dépôt de candidature, Angélique est invitée à se présenter à Porto. Nous allons filmer son entretien d'embauche en caméra cachée. Bonjour. Face à Angélique, ce jour-là, une salariée d'Armatis ne cache pas l'identité du client. On va commencer la présentation. C'est pour le compte de Bouygues Télécom. Donc là, on est vraiment sur l'appel entrant du service client. Donc là, ce sont des clients français qui vont vous contacter. L'impératif, c'est d'être bilingue. C'est au cours de l'entretien individuel qu'Angélique va découvrir son salaire. On va prendre votre CV. On va voir ensemble la partie salaire. Oui. Donc on est sur un salaire de 650 € brut mensuel. Ouais. Plus possibilité d'avoir 50 € de prime qui est en fonction de l'atteinte des objectifs qui vous seront fixés. 650 € bruts par mois hors prime, c'est donc 2 fois moins qu'un téléconseiller de Villeneuve d'Ascq. Bonne journée. Merci. On se tient au courant. Okay. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Un mois plus tard, Angélique, notre candidate, a été embauchée comme téléconseillère. Elle participe à sa première journée de formation chez Armatis avec 15 autres nouvelles recrues. Autour de la table, de jeunes Portugais tous très qualifiés. Ils ont Bac+3, Bac+4. Car avec la crise, le chômage des jeunes diplômés a explosé au Portugal. Leurs formatrices françaises, des salariés d'Armatis, vont vite leur faire comprendre que leur nouveau travail, ils le doivent au licenciement de téléconseillers français. En France, ils licencient et ça coûte, pour jouer franc jeu, mais vous le savez déjà, ça coûte beaucoup moins cher de payer un téléconseiller ici qu'en France. On va en payer 2 ici, on va payer 1 en France. Autrement, je vais payer 200 personnes ici, je vais en payer que 100 en France. Moi, je suis Bouygues, je viens ici. Tant mieux pour nous. Tant mieux. C'est un projet pour combien de personnes ici à Porto? Dans un premier temps pour 200 personnes et on n'exclut pas d'aller jusqu'à 300 personnes ici à Porto. Ici le mois de mai, donc ça va aller très très vite. Et on a aussi intégré aujourd'hui un directeur de production qui s'appelle David Marino. David Marino, l'actuel responsable du site de Villeneuve d'Ascq. Armatis a donc fait le choix de délocaliser aussi son directeur au Portugal. S'il vous plaît, on vous laisse donc parapher et signer, ok? Angélique doit maintenant signer son contrat. Elle découvre les conditions de travail portugaises, bien moins favorables que celles des salariés de Villeneuve d'Ascq. Ce qui est important, c'est qu'on rassure toujours les 40 heures par semaine. Sur le contrat, en effet, c'est amplitude horaire 7h-22h, du lundi au dimanche. 40 heures de travail hebdomadaire au lieu de 35 en France. Avec l'opération du dimanche, si vous travaillez le dimanche, c'est comme un jour normal de travail. En France, un dimanche en centre d'appel vaut 2 journées de travail. En s'implantant au Portugal, Armatis a donc opté pour des salariés 2 fois moins payés et qui travaillent plus. Comment la direction d'Armatis justifie-t-elle le recours à cette main-d'œuvre portugaise? Son PDG a accepté de nous l'expliquer. Concrètement, vous vous implantez dans des pays où le niveau de vie est plus faible, le droit du travail est plus flexible. On s'implante en Europe, dans l'ensemble de la communauté européenne. Dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Elle est scalée, hein. Elle est scalée, mais je ne crois pas que ce soit illégal de s'implanter dans un pays où les salaires sont différents de la France. Armatis a eu pendant des années on va dire une politique citoyenne nationale. Maintenant, nous optons, si vous voulez, pour une politique citoyenne européenne. Un changement de politique visiblement récent. Sur leur site internet, leur engagement, c'est le Made in France. Armatis a volontairement adopté une stratégie de non-délocalisation. Sur votre site internet Armatis, vous parlez de vos valeurs et de vos engagements. Et donc, il y a toujours la non-délocalisation des centres de contact. Oui. Donc, les engagements d'Armatis ont changé? Est-ce qu'on peut dire qu'avec 95% de l'activité en France, 85% de gens en CDI, les engagements d'Armatis ont changé? 5% de l'activité n'est plus en France. Absolument.
Et demain, ce sera probablement 10% de l'activité qui ne sera plus en France. Jusqu'où Armatis délocalisera-t-elle? Denis Akrich ne s'est fixé aucune limite. L'important pour lui, c'est que l'activité reste en Europe. Sur ce marché des centres d'appel, la concurrence est mondiale. Et pour la France, elle vient d'Afrique du Nord. Nous l'avions déjà constaté lors de notre premier reportage. À l'avant-poste, le Maroc, nouvel Eldorado des call centers. Ce pays du Maghreb est aujourd'hui le plus gros pourvoyeur de personnel qualifié et surtout francophone. 20 000 téléconseillers sont dédiés aux clients français. Voilà, on y est. À l'époque, seul un centre d'appel nous avait entrouvert ses portes. Nous devions filmer la plateforme téléphonique de l'annuaire français. Mais contrairement aux engagements pris, impossible donc de montrer la centaine de téléconseillers qui s'activent dans une salle au plafond bas et sans fenêtre, à raison de 36 appels par heure en moyenne. Nous avons accès au plus petit des 3 plateaux sous le contrôle de sa responsable. Alors Léla, ça donne quoi les appels? Bah écoute, ça donne bien, je sais pas, il doit faire moche en France. Oui, effectivement, 6 degrés, pluie averse. Ils répondent tous, en tout cas, ça va. Oui, bonsoir, monsieur Lorel. Au Maroc, les salariés doivent s'adapter aux horaires européens et aux jours fériés français. On s'arrête pour Noël et pas pour l'Aïd. Le but, être disponible pour les clients français, mais surtout faire croire qu'ils travaillent en France car les grandes marques comme Orange ou SFR exigent des sous-traitants qu'à aucun moment les clients n'identifient l'origine des appels. Cette entreprise était la filiale d'un des leaders français des centres d'appel. 3 ans plus tard, les Marocains n'attendent plus les capitaux étrangers pour investir dans le secteur. C'est le cas de Karim Bernoussi. Sa société talonne aujourd'hui les filiales marocaines des call centers français. Ici, c'est l'espace recrutement. Donc, les gens arrivent et vous avez les différents box où il y a les entretiens qui se passent avec les chargés de recrutement. Bonjour. Donc aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, on recrute 150 personnes par mois. Sur ce plateau, les téléconseillers marocains appellent toute la journée vers la France. Bonjour madame. J'ose pour réduire la quantité de déchets que vous produisez. Est-ce que c'est oui vraiment? Oui plutôt. Non plutôt pas ou non pas du tout. Ils réalisent des enquêtes d'opinion pour le compte de grands instituts de sondage parisiens. Ça va, vous en sortez? Oui, ça va. Hier, on a livré les 510 questionnaires demandés. Après, entre aujourd'hui et demain, on compte livrer les 1000 questionnaires. Bon, on a un délai jusqu'à samedi, mais bon... Vous allez tenir les délais? Allez, bon courage. Merci beaucoup. Allez. Bien en évidence, au milieu des téléconseillers, un écriteau retient notre attention. Ouais. Pourquoi? Parce que les clients, vous savez, quand vous avez quelqu'un au téléphone, s'il entend l'autre en train de parler en arabe et tout, ça les embête. Donc, d'entendre, oui, en fond de. Donc, on demande effectivement d'utiliser que la langue française sur le plateau. Parce que ici. C'est que des clients français. Que des clients français. Absolument. Dans cet immeuble, 1500 salariés travaillent exclusivement pour la France, pour 450 € net par mois. Je vous remercie beaucoup de votre appel et je vous souhaite une excellente journée. Bonjour madame, je suis Sarah de l'Institut. Ce n'est pas le seul avantage pour le groupe de Karim Bernoussi. Sa société, comme 9 autres centres d'appel, est installée dans une zone franche située à Casablanca. Exonération d'impôts pendant 5 ans, aide à la formation professionnelle. L'État marocain soutient largement cette zone et il n'est pas le seul. Ce communiqué, rendu public en décembre dernier, a déclenché une polémique. L'Agence française de développement, qui dépend directement du ministère de l'économie et des finances, accordait un prêt de 100 millions d'euros destiné à cette zone franche. Pourquoi la France soutient-elle le développement des call centers au Maroc? Nous sommes allés poser la question à Arnaud Montebourg. Il y a 6 mois, le ministre s'était opposé fermement aux délocalisations de centres d'appel vers le Maroc. Monsieur Montebourg, les 100 millions d'euros, concrètement, ils vont servir à quoi au Maroc? Écoutez, demandez à ceux qui l'ont décidé. C'est-à-dire Madame... Vous étiez au Maroc au moment de la... Oui, mais c'est une décision de Madame Brick. Donc vous voyez ça avec elle. Moi, je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas de ma compétence. Voilà. C'est pas ma compétence. Donc adressez-vous... Vous vous êtes exprimé sur le sujet. Je viens de vous répondre. Contacté,
le cabinet de Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur, nie toute compétence sur ce sujet. Quant à ce prêt, il n'est pas remis en cause et servirait, selon l'AFD, à désendetter la zone franche de Kazan-Nearshore. En attendant, le secteur des centres d'appel au Maroc connaît ses premières tensions. Elles sont sociales. L'année dernière, des salariés de Total Call se sont mis en grève. Ils réclamaient une augmentation de salaire et une baisse des cadences. Total Call, ce nom de centre d'appel ne vous dit rien, mais son propriétaire certainement. C'est le groupe Iliad, la maison mère de Free. À l'issue du conflit, les 15 délégués syndicaux ont été licenciés, une décision totalement assumée par la direction de l'opérateur télécom, qui accuse ses syndicalistes de sabotage, de violence et d'abandon de poste. De leur côté, les 15 salariés poursuivent Free pour licenciement abusif. L'affaire n'a pas encore été jugée. Des témoignages de syndicalistes en difficulté, cet ancien téléconseiller en reçoit tous les jours. Et lui aussi affirme s'être fait licencier parce qu'il était syndicaliste. Désormais, Imad travaille pour l'UGTM, le deuxième syndicat au Maroc. Aujourd'hui, il reçoit Karim, renvoyé selon lui d'un centre d'appel parce qu'il était syndiqué. Moi, je trouve que c'est un licenciement abusif, ça c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas trouvé de raison pour me licencier par la suite. Ils ont cherché des failles, ils ont cherché des... Sur votre lettre de licenciement, c'est marqué quoi? Il n'y a aucun motif. Karim travaillait dans la filiale marocaine d'un centre d'appel français. Jusqu'au jour où lui et ses collègues ont décidé de monter un bureau syndical. Il était le leader du mouvement et ça a gêné. Donc on lui a cherché la petite bête pour le licencier, comme on a fait avec le reste du bureau syndical de Rabat. Vous essayez encore de trouver du travail en centre d'appel quand même? J'ai envoyé mon CV à tous les centres d'appel, sur Rabat, sur Kazan, et même à d'autres sociétés et je ne reçois jamais de réponse. Jamais. Donc, voilà. 80% ils sont licenciés directement après la création de leur bureau. Et ça, ils le savent au début, parce qu'il faut vraiment avoir de l'audace pour pouvoir créer un syndicat. Parce que ce n'est pas son poste d'emploi qu'on risque de perdre, mais carrément sa carrière dans le secteur, puisqu'il est blacklisté après. Pour nous prouver que les délégués syndicaux étaient bien dans la ligne de mire de leur direction, Karim et Imad nous montrent un échange de mails entre le directeur des opérations et le directeur des ressources humaines. J'ai un syndicaliste dans mon groupe. Dans ce message, ce cadre français précise que ce syndicaliste est d'origine camerounaise et privilégie pour lui une option plutôt expéditive. Ça fait 2 fois que je me le tape. Je préconise l'appui sur le bouton de façon brutale. Ça veut dire le licencier. Message reçu par le DRH. Et là, on lui répond bizarrement, regardez, ça c'est ce que j'appelle du factuel. Je me ferai une joie de m'en occuper personnellement. Ça c'est le directeur des ressources humaines. Puis tu as le directeur des opérations qui dit c'est un vrai con. C'est bien le premier critère à considérer. Cet échange de mails, les syndicalistes le publieront sur un réseau social. Hasard ou pas, la direction fera machine arrière. Au Maroc, plus de 30 000 téléconseillers travaillent aujourd'hui pour des clients français. Mais combien de téléconseillers français travaillent-ils pour un patron marocain? La question peut paraître incongrue, et pourtant. Karim Bernoussi, le patron marocain, installé dans la zone franche de Casablanca, a aussi ses entrées dans le centre d'appel de Dreux. Ce centre d'appel où travaille Mourad, le superviseur. Salut. Mourad, ça va? Ça va bien? Il y a 3 ans, lors de notre précédent reportage, l'entreprise appartenait à un investisseur français. Le Marocain l'a racheté pour 15 millions d'euros. Tu as dit que du bien, c'est ça, c'est intérêt, hein, parce que je vais écouter attentivement. Je suis en train de le charrier pour m'assurer qu'il ait dit ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire? Que des bonnes choses hein, sur Intelsia.
Aujourd'hui, le Marocain fait partie du top 10 des patrons de centres d'appel français. Grâce à ses call centers au Maroc et à ce rachat en France, Karim Bernoussi joue et gagne sur les deux tableaux. Aujourd'hui, il travaille pour des clients, ici c'est dans le cadre d'une assurance, d'une mutuelle. Aujourd'hui, on ne pourra pas le faire au Maroc parce que les gens ne connaissent pas toutes les finesses liées à la mutuelle, au remboursement, et c'est évident. Donc voilà, donc ça c'est que je ne peux pas le transférer au Maroc. Et donc aujourd'hui, que ça coûte 28 € de l'heure, 30 €, 34 € de l'heure, je le laisse ici. On ne va pas le comparer aux 13 ou 14 € qu'il y a au Maroc. Voilà. Comme il le fait au Maroc, Karim Bernoussi a prévu d'embaucher en France une cinquantaine de personnes sur le seul site de Dreux en 2013. Et s'il tient ses objectifs en termes d'embauche, l'État, la région, le département pourraient lui verser entre 400 et 500 000 € de subventions. Bonjour Karine Berger. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes une jeune députée socialiste issue du cru de 2012, de juin 2012. Vous avez participé à l'élaboration du programme économique de François Hollande pour la présidentielle. Vous siégez à la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Alors, première question, vous avez vu ce reportage, comment vous réagissez? Vous êtes choquée, indignée? C'est les difficultés actuelles face à un capitalisme qui n'a plus de règles, qui n'a plus de respect parfois pour le travail et qui, c'est vrai, mérite à minima d'être beaucoup plus encadré et beaucoup plus contrôlé. Mais en même temps, c'est vrai que dans ce reportage, on voit toutes les difficultés qu'il y a à trouver la place de la France sur certains secteurs pour lesquels objectivement, certains autres pays sont en mesure de faire des offres comparables à ce que nous on fait. Oui, c'est le cas du Made in Europe qui risque de concurrencer le Made in France. C'est la première fois que vous voyez des situations comme celle-là? Non, moi j'ai travaillé dans une entreprise privée pendant plusieurs années et certains responsables d'entreprise ont le courage de refuser cette facilité-là et de rester sur la France parce que c'est là où ils ont développé leur entreprise et c'est là où la valeur s'est développée. Après, c'est pas le cas de toutes les directions d'entreprise. Mais cette délocalisation au Portugal, c'est ce qui vous choque le plus dans ce reportage? Est-ce qu'on peut lutter contre cela? Ce qu'on peut faire en tout cas, c'est arrêter de voir la construction européenne ou l'Union européenne comme une voie unique vers la concurrence à tout prix. Moi, je plaide pour qu'on mette en place des règles sociales, des règles fiscales communes à l'Europe. On ne pourra pas continuer à vivre ensemble si nous ne nous fixons pas des bornes en matière de droit social, des bornes vers le haut en matière de droit social ou de règles fiscales. Pour que des situations comme celle-là ne soient plus possibles. En tout cas, qu'elles soient atténuées. Autre point important dans ce reportage, ce prêt de l'AFD, de l'Agence française de développement, de 100 millions d'euros pour financer une zone d'activité au Maroc. Alors, dans l'opposition, l'ancien ministre Laurent Wauquiez a appelé ça une subvention à la délocalisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il est important d'accompagner certains pays en développement dans leur développement économique. C'est un beau projet quand même que la France et l'Europe ont, de faire en sorte que certains pays développent leur propre économie. Ça évite aussi peut-être la tentation de vouloir tenter sa chance forcément, systématiquement dans nos pays à nous, de la part de ces populations. Pour autant, le cas que vous montrez dans votre reportage est probablement une mauvaise évaluation du projet en question. Il ne faut pas non plus résumer l'aide au développement qui est fournie par la France à des cas où effectivement ça aurait pas été... Est-ce que vous pensez que c'est audible? L'aide au développement? Oui, oui. Ah, je crois que c'est très audible. Oui, mais dans ce cas-là, si vous voulez. Dans ce cas-là, je reconnais que c'est une grosse difficulté d'expliquer aux gens que ça a été une aide, c'est vrai, à la délocalisation. Alors, le gouvernement, et notamment Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, il a vigoureusement invité les groupes français à relocaliser en France les centres d'appel. Est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que c'est possible une fois qu'on a vu ce reportage? Non, je pense que c'est un très bon appel. Vous savez, nos voisins allemands, qu'on met toujours en exemple, ils ont fait du Made in Germany depuis toujours. C'est-à-dire que tout le monde en Allemagne est fier des produits allemands. Eh bien, il faut en France que tout le monde soit fier des produits français. Et les produits, c'est aussi ce service aux clients. D'ailleurs, c'est évoqué dans votre reportage. À un moment, la personne dit, voilà, pour être capable d'expliquer un système de mutuelle français, il faut à minima comprendre comment fonctionne le pays. Il faut des gens qui ont une expertise. La qualité, la capacité à fournir un service qui s'adapte exactement aux clients, c'est la clé du développement économique d'un pays, c'est la clé de la relocalisation d'un certain nombre de services en France. Vous avez écrit un livre il y a quelques années, Les 30 Glorieux sont devant nous. J'extrais une phrase qui est intéressante, que vous allez nous commenter. Pour revenir au plein emploi, il faut investir dans le TGV,
Voilà, c'est ce que vous disiez il y a quelques années. Alors, est-ce que cette phrase est toujours vraie aujourd'hui avec presque 11% de taux de chômage la phrase, je la maintiens. Des centaines de millions d'emplois détruits. La phrase, je la maintiens et je la défends. L'investissement dans l'innovation, dans les prochains produits technologiques, dans la capacité de notre pays à faire de nouvelles infrastructures, c'est là que réside tout l'emploi, toute la compétitivité du pays. Il y a une plaisanterie. On dit que si Henry Ford avait demandé à ses clients il y a un siècle et quelques ce qu'ils auraient voulu, ils auraient tous répondu qu'ils voulaient un cheval plus rapide. Henry Ford, il n'a pas construit un cheval plus rapide, il a construit des voitures. Et ça, c'est la nouveauté, c'est la frontière technologique et la croissance d'un pays. La croissance, la bonne croissance, celle qui fait de l'emploi, celle qui fait de la richesse, celle qui fait des salaires, c'est toujours sur ces frontières technologiques-là qu'elle est gagnée. Merci Karine Berger. Samedi prochain à 14h, la suite d'une enquête réalisée en 2008 sur les étoiles de nos hôtels. 1, 2, 3, 4 et maintenant 5 étoiles. Comment sont-elles décernées et par qui? Sont-elles toujours justifiées et sont-elles surtout un gage de qualité? Tout de suite, regardez un extrait. Dans l'établissement, on communique peu sur ce nouveau classement. Le panonceau est presque à l'abri des regards derrière un porte-bagages. 5 étoiles, une formalité pour le directeur qui est bien plus fier de ses nouveaux aménagements grand luxe. 44 suites, conçues à prix d'or dans un tout nouveau bâtiment. Donc il y a 2 ans, l'hôtel s'arrêtait là. Et là, au haut de ces marches, nous entrons dans la nouvelle aile qui a été ajoutée. Donc 80 millions qui ont été investis dans le projet. 650 mètres carrés pour cette suite, le fleuron de l'hôtel Canois. Depuis cette terrasse privative de la suite, nous avons une vue sur la Croisette absolument unique. Et puis bien sûr cette piscine de 11 mètres par 3. Donc voilà, fitness privé. Et puis ici, un salon de coiffure, avec bien sûr un service coiffeur qui peut venir ici. Privilège ultime, cette salle de bain pour suivre le festival de Cannes aux premières loges. Donc de votre baignoire, vous avez vue sur les marches du palais, ce qui est quand même exceptionnel. Prix du rêve, 38 000 € la nuit. Aujourd'hui, le vrai label de l'hôtel, d'un hôtel comme le nôtre, c'est son nom, plus que les étoiles, définitivement. Les étoiles apportent une visibilité, mais le nom et la notoriété de l'hôtel est le vrai label. C'est la semaine prochaine d'Envoyé spécial la suite. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Très bel après-midi sur notre chaîne. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages, rendez-vous sur France2.fr.